Messieurs les professeurs Graziani, Oki, Nishiyama, chers collègues, je vous remercie bien vivement de l'accueil chaleureux que vous m'avez accordé et c'est un très grand honneur pour moi d'être invité à présenter cette conférence plénière sur un sujet qui nous intéresse tous. J'avoue que j'éprouve une certaine inquiétude à intervenir devant des auditeurs si distingués et si expérimentés. Je me console en pensant que je vous offre un regard d'étranger apportant les perspectives et les expériences d'un Européen britannique. J'espère donc que les réflexions que je vous propose peuvent contribuer à répondre aux préoccupations que nous partageons. Nous sommes d'accord, sans doute, en estimant que les universités subissent des transformations rapides et fondamentales par le fait de la mondialisation. Du côté des étudiants, la mobilité atteint de nouveaux sommets, surtout au niveau des masters et des études avancées. Rappelons quelques chiffres. En 2006, on comptait 2 400 000 étudiants mobiles à travers le monde. Donc on peut penser que les 2/3 se situent dans l'enseignement supérieur. Parmi eux, plus de 265 000 étudiants vivaient en France, ce qui faisait d'elle le 3e pays d'accueil après les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Japon, en même temps, en accueillait 130 000. Au même moment, près de 50 000 jeunes Japonais et à peu près le même nombre de jeunes Français poursuivaient leurs études à l'étranger. Pour l'instant au moins, ces chiffres ne cessent pas de progresser. Du côté des enseignants, nous savons combien la recherche scientifique s'internationalise. La collaboration se répand entre les chercheurs de différents pays. En Europe, de nouvelles initiatives encouragent la collaboration soit pour des projets de recherche, financés par exemple par la Fondation européenne pour la science, ou par le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et le développement technologique. La circulation des idées prend une cadence accélérée, favorisée par les nouvelles technologies de communication. Et les chercheurs eux-mêmes deviennent de plus en plus mobiles, soutenus par des actions telles que le programme Marie Curie ou pour les jeunes chercheurs le programme Erasmus Mundus. Je parle encore de l'Europe. On ne s'étonne donc pas que les classements et palmarès internationaux des universités attirent une grande attention. Et on constate que les rapports se multiplient entre recteurs ou présidents d'université et entre ministères. Ces rapports font surgir les convergences. Par exemple, le processus de Bologne en Europe vise à créer un espace européen de l'enseignement supérieur, où les systèmes universitaires adopteront des structures et des pratiques comparables. Les États des Amériques sont en train de contempler une initiative semblable. Il est un paradoxe que nos universités se ressemblent de plus en plus au moment où leur personnel et leurs étudiants se diversifient toujours plus rapidement. Les universités ne sont pas des récepteurs passifs de ces mutations. Au contraire, elles interviennent très activement pour les augmenter. Peu d'universités font l'économie d'un bureau administratif
qui facilite les rapports internationaux ou d'un vice-président chargé des affaires internationales. De même pour les gouvernements, qui voient de plus en plus la valeur stratégique des universités, surtout en haussant le profil international du pays. Très souvent, les efforts que les universités déploient sont structurés et exprimés par des stratégies explicites. Mais de toute façon, les enjeux de l'internationalisme font partie des réflexions stratégiques de nous tous. C'est à ce niveau que je voudrais situer mes remarques. Je voudrais suggérer que les universités sous-estiment la complexité des identités individuelles et collectives qu'elles rassemblent, et qu'elles méconnaissent l'importance des langues et des cultures dans la construction de ces identités. Je prends comme point de départ ma connaissance des pratiques dans les universités européennes et bien sûr mon expérience de la gestion de ces pratiques dans les universités britanniques. Mon propos est dans un premier temps d'examiner l'effet de la diversité internationale sur les identités et de rendre compte de leur complexité croissante. Dans un deuxième temps, je voudrais suggérer comment les langues et les cultures peuvent jouer un rôle important dans la gestion de cette complexité. Regardons d'abord les identités. Vues de loin, elles semblent bien solides et prévisibles. Mais vues de près, on s'aperçoit qu'elles sont en construction continue. On retiendra la déclaration de l'ethnologue François Laplantine qui dit « Je revendique cette aptitude que nous avons tous à ne pas être conformes à nous-mêmes, à ne pas être un bloc homogène dont la personnalité serait définitivement fixée. » Cette affirmation de la dispersion et de la multiplicité des identités en mutation s'applique aussi bien aux individus qu'aux institutions. Il est visible dans la vie quotidienne des universités et peu d'universités vivent aujourd'hui dans l'homogénéité. Pour comprendre les effets de la diversité, il est utile d'emprunter certains concepts du sociologue français Pierre Bourdieu, qui a jeté une lumière claire sur les rapports entre les individus et les structures sociales où ils se situent. Selon Bourdieu, chaque individu construit un habitus comprenant l'ensemble des compétences, des dispositions et des stratégies qu'il a acquis. C'est en quelque sorte la portefeuille des moyens au service de la personne pour agir dans le monde. Il contient des éléments conscients, bien sûr, mais une grande partie de nos inclinaisons et de nos capacités reste à l'état inconscient. Cet habitus est formé dans une série de champs d'activité où l'individu s'engage pendant sa vie. Bourdieu s'intéresse à des champs sociaux divers: la famille, l'éducation, le travail, la religion, la localité, la classe sociale, et j'en passe. Cette notion de champ peut être utile pour comprendre une très large gamme de contextes sociaux où les rapports sont structurés. On peut ainsi concevoir l'enseignement supérieur global comme formant un champ. Mais en même temps, on peut concevoir comme champ une seule université, voire une seule faculté. Dans l'analyse de Bourdieu, il y a un rapport réciproque entre l'habitus et le champ. L'habitus
de chaque individu est formé dans son interaction avec les champs dans lesquels il vit. Et chaque champ social est infléchi par l'action des individus qui le composent. Plus l'individu rencontre une multiplicité de champs, plus son habitus sera complexe. Et inversement, la complexité d'un champ sera plus ou moins grande selon le nombre et la variété des acteurs qui le composent. On en conclura que la mobilité internationale des enseignants et des étudiants résulte dans une complexification de leur habitus à chacun et que les universités deviennent des champs plus complexes dans la mesure où ils accueillent des enseignants et des étudiants toujours plus nombreux et plus variés. Autrement dit, les évolutions internationales de l'enseignement supérieur transforment l'identité des universités en même temps que les identités des enseignants et des étudiants qui les composent. Entre parenthèses, j'ajouterai que le personnel administratif et technique d'une université participe aussi dans ces évolutions dans une certaine mesure. Par exemple, au niveau de mobilité des cadres administratifs, ce niveau s'accentue, dans le monde anglophone au moins. Et à l'autre bout de l'échelle, le personnel de maintien se diversifie selon le profil changeant des travailleurs dans la localité, suivant la mondialisation du monde de travail plus généralement. Aucun élément, ou presque, de l'identité universitaire n'échappe aux mutations en cours. Bien sûr, la complexité des identités n'est pas tout à fait nouvelle. Je garde le souvenir de mes classes de deuxième cycle. Il y a 10 ans, ces classes portaient sur l'interculturel. Et dans la première classe, je faisais circuler 2 questions. Quelle est votre nationalité? Et quelle nationalité existe dans votre famille? Pour la première question, la grande majorité était britannique. Et on comptait 2 ou 3 autres nationalités, irlandaises, françaises, néerlandaises. Une large homogénéité, il y a 10 ans. Mais pour la deuxième question, on entrait dans une diversité déjà étonnante. Sur une classe de 15 étudiants, les familles révélaient une bonne vingtaine de nationalités. La mère française, le père polonais, le demi-frère russe, la grand-mère allemande, les cousins japonais, etc. L'apparence d'uniformité cachait bien la diversité et nous offrait une riche matière de discussion pour lancer la réflexion sur la communication interculturelle que j'enseignais à ce moment-là. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, la diversité est beaucoup plus visible. Dans nos classes équivalentes au niveau master, une minorité de Britanniques, un certain nombre d'autres Européens et une majorité d'étudiants venus des 4 coins du monde, le Moyen-Orient, l'Asie de l'Est, l'Afrique et l'Amérique latine, entre autres. L'interculturel est une évidence. On peut en conclure que ces étudiants vivent dans une complexité plus grande que leurs aînés et qu'ils ont connu chacun une pluralité de pays et de systèmes d'éducation et ils auront rassemblé toutes ces expériences pour se construire un habitus personnel plus complexe.
Du côté des enseignants, la même diversité se manifeste. On peut penser qu'elle s'accuse surtout dans les facultés scientifiques et médicales, où la coopération internationale est déjà bien enracinée. Le prix Nobel de physique donne le temps, puisque cette année, elle est décernée à 2 chercheurs d'origine russe travaillant à l'université de Manchester, en Angleterre, et ils ont fait leur début aux Pays-Bas. D'ailleurs, ils détiennent entre eux 3 nationalités. Mais même dans les facultés de lettres, la diversité grandit. On sait que les facultés de langue vivante ont toujours vécu dans une diversité ressentie comme normale. Dans un recensement en 2005 en Angleterre, on constatait que plus de 1000 enseignants, c'est-à-dire 37% du total, étaient venus de l'étranger, plus d'un tiers. On n'est pas surpris d'y trouver 200 Français, à peu près le même nombre d'Allemands, 150 Espagnols et ils sont Italiens, ce qui correspond bien aux langues les plus enseignées au Royaume-Uni. Une quarantaine de Japonais sont aussi présents. Mais on peut s'étonner d'y voir en total 68 nationalités en tout. J'ajoute que ces derniers chiffres, dans la section de français ou de mon université, nous comptons bien sûr des enseignants d'origine francophone et anglophone, mais aussi dans la section française, une Allemande et une Norvégienne qui enseignent le français. Et j'ajoute que ces derniers chiffres montrent une progression de 37% à 43% des enseignants cette année même. C'est-à-dire qui frisent la moitié des enseignants de langue moderne en Angleterre qui ne sont ni des nationaux britanniques, ni de leur langue maternelle. Alors, pour exemple, dans un exercice de recrutement récent pour un poste d'enseignement de français, nous avons scruté 80 dossiers, venus de plus de 15 pays, parmi eux des Indiens, des Africains, des Asiatiques et plusieurs Européens de pays non francophones. Puisqu'il s'agissait d'un poste français en début de carrière, le curriculum vitae des candidats nous offrait un aperçu privilégié des candidats, des habitus de la nouvelle génération d'enseignants-chercheurs de notre discipline. Ils se trouvaient à l'âge de 30 ans en moyenne et ont étudié dans 2 ou 3 pays et parfois ayant enseigné dans 2 ou 3 institutions. Beaucoup avaient de multiples nationalités et tous parlaient plusieurs langues. Dans bon nombre de cas, leur première langue n'était ni l'anglais ni le français. Cette diversité n'est peut-être pas étonnante à l'heure actuelle, mais justement, il aurait été extrêmement étonnant il y a seulement 10 ans. Même si on explique facilement les changements, dissémination électronique de l'appel aux candidatures, remise des dossiers en ligne, etc., ce qui nous paraît aujourd'hui banal permet de mesurer la rapidité des changements. Bien sûr, l'internationalisation varie non seulement de pays en pays, mais aussi d'université en université et de programme en programme. Le Royaume-Uni démontre assez bien cette diversité asymétrique. Alors que les étudiants internationaux font 15% de la totalité des étudiants, on voit qu'ils constituent seulement 10%
des étudiants de premier cycle, mais déjà la moitié des doctorants à plein temps et les 2 tiers de ceux qui poursuivent un diplôme maîtrise-master. Ils forment 1 tiers des étudiants en études commerciales et en sciences de génie, mais moins de 10% en études historiques et philosophiques. Ils sont particulièrement présents dans les grandes universités de Londres, où ils font 2 tiers des étudiants à la London School of Economics et 1 tiers des étudiants de University College et 1 tiers également de Imperial College, alors que ma propre université, l'université de Southampton, tourne autour de la moyenne de 15%. Je pense avoir suffisamment insisté sur la diversité démographique de nos universités et la complexité des identités individuelles et institutionnelles qui en résultent. La question pour les universités est comment gérer cette complexité qui existe déjà et comment s'adapter à un avenir où elle agrandira à la fois par la force des choses et par la volonté des décideurs tant universitaires que politiques et économiques. En général, les universités réfléchissent très activement sur les moyens d'augmenter le recrutement des étudiants internationaux. Elles y sont encouragées par les questions de financement et de prestige. Elles réfléchissent également sur les modalités d'accueil et sur les services de soutien. Je ne voudrais pas m'arrêter sur ces questions, d'autant plus qu'elles relèvent de services administratifs spécialisés qui atteignent déjà un niveau d'efficacité considérable. Par contre, dans les domaines de l'éducation et de la recherche, qu'on peut considérer comme le cœur de l'enseignement supérieur, on constate un retard dans la réflexion. Nous y sommes encore dans des réponses ad hoc et ad personam qui offrent des adaptations provisoires et temporaires, mais ne s'adressent pas aux mutations à long terme. Très souvent, les universitaires vivent dans le reniement. En la réalité, les changements s'imposent dès qu'un seuil est dépassé. Pour reprendre l'idée de Bourdieu, l'arrivée de nombreux habitus différents mène inéluctablement à des reconfigurations dans le champ académique. Le défi international pour les universités, c'est de savoir s'adapter et de savoir innover. Je pense que les enseignants dans les études linguistiques et culturelles peuvent et doivent apporter leurs connaissances et leurs compétences pour permettre à nos universités de mieux gérer les identités complexes qui émergent. Regardons donc du côté des langues. Il est évident que pour la majorité des étudiants et d'enseignants, les langues sont une barrière contre la mobilité. En Europe, les programmes de mobilité comme Erasmus, Leonardo, Marie Curie ont été conçus dans la perspective du multilinguisme, c'est-à-dire qu'il était entendu que les étudiants mobiles bénéficieraient d'un programme de préparation linguistique avant leur départ et un programme d'insertion linguistique et culturelle dès leur arrivée. Cette aspiration reste présente, mais n'a pas rempli les fonctions espérées. Par manque de ressources, manque de temps ou même manque de motivation,
ces programmes sont souvent restés à une étape minime, sinon symbolique. Ils n'ont pas permis aux étudiants de participer pleinement à un enseignement en langue étrangère. En pratique, seuls les étudiants déjà bien formés en langue peuvent profiter pleinement de cette mobilité. On constate qu'un 1% seulement des étudiants européens participent dans le programme Erasmus et près de 2% d'enseignants. En dehors d'Erasmus, les étudiants mobiles sont encore moins encadrés. Voilà donc une première leçon pour les linguistes. La participation des étudiants internationaux est favorisée par une formation linguistique bien adaptée. Faute de quoi, les étudiants ne se lancent pas dans les études. Or, il est évident que l'enseignement de telles langues, comme langue étrangère, devient déjà une entreprise majeure dans la plupart des pays. Le français langue étrangère, English as a foreign language, Deutsch als Fremdsprache, se concurrencent et s'entraident. On pourrait penser qu'il incombe plutôt à l'université d'accueil d'assurer le soutien linguistique, puisqu'elle pourra ainsi attirer les meilleurs étudiants en leur proposant un accueil linguistique convenable. Cela leur permet d'enrichir leur habitus personnel et de s'engager de façon plus efficace dans le nouveau champ éducatif. C'est ainsi qu'ils se construisent une identité plus robuste et profiteront de la complexité accrue plutôt que d'en souffrir, comme beaucoup. On escompterait les mêmes bénéfices pour les enseignants mobiles, même s'ils apportent à leur séjour une autonomie plus grande d'auto-formation. Force est de constater, comme l'a dit le professeur Oki, qu'un nombre croissant d'universités en Europe ont choisi d'offrir des cours en langue étrangère. Et dans la plupart des cas, il s'agit de l'anglais, considéré comme une lingua franca pour les études universitaires. Alors que beaucoup d'enseignants expriment des réserves profondes, c'est une tendance qui se répand depuis une dizaine d'années. En Europe, d'abord dans les pays scandinaves, puis dans les pays de l'Est, surtout ayant une langue moins étudiée, et maintenant dans les pays de l'Europe du Sud, et même en Allemagne et en France. De cette évolution, je conclus que nous assistons à l'échec d'un certain multilinguisme. L'internationalisme à grande échelle dépasse les barrières linguistiques en prenant le chemin le plus facile du tout anglais dans l'amphithéâtre et dans la salle de classe, notamment dans les programmes commerciaux et scientifiques. Il reste à voir dans quelle mesure cette évolution se répandra à travers d'autres disciplines. Mais il me semble évident que dans les programmes orientés sur l'histoire et la culture d'un pays ou d'une région, cela continuera à être enseigné dans la langue pertinente. C'est un espoir. Vu de l'Angleterre, cette évolution vers l'anglais chez les voisins paraît plutôt menaçante que bénéfique. Dans un premier temps, il est vrai que les cours en anglais permettent aux étudiants britanniques de profiter plus facilement des possibilités d'une éducation internationale. Mais, dans un deuxième temps, l'usage de l'anglais permet aux universités des pays voisins d'attirer davantage les étudiants internationaux qui pourraient bien préférer poursuivre leurs études à Stockholm ou à Paris plutôt qu'à Londres. Elles peuvent aussi
attirer les enseignants et chercheurs internationaux qui peuvent s'attacher à des groupes de recherche à Berlin ou à Rome plutôt qu'à Manchester. De part et d'autre, la mobilité n'est plus empêchée par l'obstacle linguistique. Et pourtant, avec une lingua franca, il est plus difficile d'établir des rapports en profondeur qui permettent de construire des solidarités humaines et des fidélités durables. La lingua franca permet de communiquer dans le cadre des études et des recherches. Mais c'est d'abord une communication véhiculaire plutôt qu'une communication identitaire. En parlant une lingua franca, les gens se dévoilent beaucoup moins. Le contact est souvent relativement pauvre et n'engage pas l'habitus profond. Mais ce qu'on perd en qualité, on gagne bien en quantité. Effectivement, la lingua franca permet de multiplier les contacts, même s'ils restent plus superficiels. Elle élargit le champ en même temps qu'elle diminue l'intensité d'engagement des habitus qui composent le champ. C'est un effet qui trouve son analogue dans la comparaison longuement ressentie entre la ville et la campagne. En ville, dit-on, on trouve la variété des expériences, l'autonomie individuelle et une certaine liberté d'action. À la campagne, par contre, on trouve la richesse des expériences, la fraternité communautaire et une certaine solidarité d'action. Bien sûr, chaque élément positif a son côté négatif. L'autonomie individuelle, par exemple, devient facilement solitude et abandon, alors que son opposé, la fraternité communautaire, peut aussi devenir domination et contrainte. L'université internationale peut facilement combiner les caractéristiques de la ville avec celles de la campagne. Alors que la variété des expériences est disponible dans la classe, le laboratoire ou dans la salle des professeurs, la richesse des expériences est souvent éprouvée dans la vie privée où les étudiants et les enseignants se retrouvent parmi leurs semblables. Paradoxalement, la fragmentation de la vie hors des classes se multiplie dans la mesure où l'université s'internationalise. La sociabilité se présente différemment selon qu'il agit. Il s'agit de 2 ou de 10 ou de 100 ou de 500 personnes d'un même groupe national, culturel ou social. Un groupe national nombreux peut très bien se tenir à l'écart et se développer en communauté expatriée et fermée sur elle-même. On peut penser que les étudiants et les enseignants qui poursuivent ce chemin se privent de la variété de l'expérience universitaire pour retrouver la richesse d'une communauté plus homogène. C'est là qu'on pourrait mettre en valeur l'étude des langues et des cultures. Ces études et ceux qui les poursuivent peuvent créer des passerelles et des interactions entre les langues et les cultures en présence et agir dans le sens de l'ouverture, et cela à plusieurs niveaux. Au niveau de notre pédagogie d'abord,
Nous avons la mission d'approfondir les connaissances linguistiques et culturelles de nos étudiants. Mais nous pourrions davantage insister sur les rapports entre les différentes langues et cultures. Dans un premier temps, il s'agirait d'inviter notre classe à réfléchir plus souvent sur les ressemblances et sur les contrastes entre la langue ou la culture qu'ils apprennent et celle qu'ils possèdent de par leur expérience personnelle. Dans un deuxième temps, ils seraient amenés à réfléchir sur leur rapport personnel avec ces langues et cultures, par exemple en examinant comment elles infléchissent leur discours, leur perception, leur comportement ou plus largement leur sens d'identité. Ensuite, on pourrait les inviter à élargir leurs connaissances et développer un sens plus ouvert de leur identité, justement. En suggérant cette approche, je suis conscient des difficultés qui peuvent en surgir. Cet enseignement interculturel que je propose implique des innovations pédagogiques et ne s'intègre pas facilement dans l'apprentissage monolingue, type bain de langue, enseignement dans la langue cible, enseignement des matières par intégration d'une langue étrangère, etc. Je ne voudrais pas me lancer dans cette question précise, mais je veux bien croire que des adaptations nécessaires sont quand même possibles. En second lieu, au niveau du curriculum, ce sont les niveaux d'intervention des linguistes et des culturalistes, au niveau du curriculum, nous pourrions concevoir les filières d'études et de recherche nouvelles qui comportent une ouverture plus large sur d'autres disciplines universitaires. Nous avons déjà l'exemple des programmes de langue destinés aux étudiants non spécialistes. Nous pourrions certainement élargir l'offre dans le sens du nombre de langues et des modes d'études, autonomes, virtuels, extracurriculaires, par exemple. Nous pourrions aussi envisager des programmes d'études culturelles ou interculturelles conçus pour les étudiants non spécialistes. Nous avons l'exemple des cours de civilisation pour étudiants étrangers. Nous pourrions élargir cette offre pour attirer des étudiants non étrangers. Et nous pourrions y incorporer une réflexion plus poussée sur les dimensions transnationales des cultures et des civilisations. Nous pourrions ajouter des cours de communication interculturelle qui servent à donner aux étudiants les moyens de naviguer les différences culturelles, même là où ils ignorent la langue et la culture. Et mon troisième niveau, c'est le développement académique. Là, nous pourrions envisager des collaborations plus avancées avec des collègues d'autres disciplines. D'une part, cela nous permettra d'élargir nos propres connaissances tout en proposant un enseignement interdisciplinaire. D'autre part, nous aiderions nos collègues à s'ouvrir à des contenus écrits en d'autres langues, étendant ainsi leurs références sociales et culturelles. Nous les aiderions en même temps à renouveler leur propre enseignement dans la perspective d'une plus grande ouverture. Mon quatrième niveau, au niveau de nos universités, nous pourrions, nous linguistes et enseignants dans ces domaines, nous pourrions jouer un rôle institutionnel dans les stratégies qui s'affirment. Nos connaissances, nos compétences et nos pratiques
peuvent bien soutenir l'ouverture internationale. Nous pourrions, par exemple, offrir une formation continue pour les enseignants de toutes disciplines, leur permettant de renforcer leurs compétences linguistiques, de mieux comprendre l'habitus des étudiants internationaux et de mieux adapter leur pédagogie. Nous pourrions prendre l'initiative pour encourager les dialogues de culture parmi les étudiants et les enseignants. Apprentissage réciproque des langues, manifestations culturelles et célébrations de fêtes, conférences et journées d'études ouvertes à tous. Nous pourrions jouer un rôle plus actif dans la préparation linguistique et culturelle pour la mobilité de nos étudiants. Nous pourrions offrir des soutiens du même genre pour les collaborations internationales envisagées par nos collègues dans d'autres disciplines, soit pour des projets de recherche, soit pour les projets pédagogiques. Il est évident que chaque université aura une gamme de besoins différents et aura des idées et des pratiques différentes dans ces domaines. C'est pourquoi il devient de plus en plus important de favoriser les échanges d'idées. Je peux confirmer que nous essayons d'agir dans ce sens au Royaume-Uni en multipliant les journées d'études et les ateliers pratiques. Par exemple, le centre d'études que j'ai l'honneur de diriger organise la semaine prochaine un workshop, un atelier sur le sujet soutenir les étudiants internationaux dans les disciplines. Il concerne en particulier les cours d'intégration académique en début d'études, appelés chez nous pre-sessional courses. Mais voilà, ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Il serait très utile que ces conversations se tiennent aussi au niveau international. En concluant, en exposant ces idées, je suis conscient que je n'entre pas en terrain vierge. De grandes associations nationales et internationales réfléchissent sur ces questions depuis plus de 20 ans. Si mon discours a un mérite, c'est peut-être qu'il interpelle les enseignants dans ma propre discipline. Nous nous sommes longtemps tenus à l'écart des évolutions en cours. Et nous nous sommes souvent considérés comme étant bien à l'avance de la réflexion internationale. Je crains que nous ne nous soyons assoupis parfois dans une certaine complaisance. Aujourd'hui, nous savons que nous devons nous réveiller. À travers le monde, les facultés des langues et des cultures passent par des temps difficiles. En Angleterre, je vous promets que c'est vrai. En Europe, au Japon, je ne sais pas. Les facultés des langues et des cultures passent par des temps difficiles. Nous cherchons les moyens d'arrêter le déclin. Je pense que les stratégies que je viens d'exposer peuvent y contribuer. Il en faudrait d'autres, bien sûr, mais je pense que nous sommes bien placés pour jouer un rôle accru dans les stratégies internationales des universités. Les identités sont au cœur de nos études linguistiques et culturelles. Et nous pouvons mobiliser nos ressources pour aider nos universités à mieux gérer les identités complexes qui nous entourent. Il est temps de travailler dans le sens de l'ouverture. Et si nous savons bien le faire, nous pourrons aussi nous créer de nouvelles possibilités d'avenir. Je vous remercie.